Je vous remercie. Depuis 1915, la guerre s'est installée dans la durée. La France tient le coup, mais au prix de pertes humaines considérables. Le général von Falkenhayn décide de lancer une offensive sur Verdun. Ce saillant de la ligne de front, mal relié à l'arrière et difficile à ravitailler, peut en effet être pris sous des feux d'artillerie convergents. Le 21 février 16, à l'aube, le bombardement commence. La bataille va durer 300 jours et 300 nuits. Cette première grande bataille défensive, selon les propos du général Pétain, me sert de cadre pour décrire le rôle tenu par l'arme du génie dans cette bataille. Arme qui fait rarement la une des communiqués et qui est tout au long des combats omniprésente mais peu visible, indispensable mais souvent mal employée, éparpillée avec des effectifs toujours insuffisants. Après une rapide présentation du cadre physique et de quelques caractéristiques du secteur de Verdun, je vous parlerai de l'action du génie en partant de l'intérieur et pour me diriger vers la ligne de front. Verrou des Hauts-de-Meuse, la place de Verdun commande l'accès à la trouée de l'Argonne, c'est une voie d'invasion souvent utilisée. Elle est au cœur d'une région particulièrement humide, compartimentée d'est en ouest par les Hauts-de-Meuse, la plaine de la Meuse et les côtes de l'Argonne. Les côtes de Meuse sont assez pénétrables, car elles sont sillonnées de talwegs sensiblement perpendiculaires à l'orientation générale du relief. De nombreux points hauts marquent le terrain et constituent d'excellents observatoires. Le chevelu affiché sur l'écran permet de comprendre quelques-uns des rôles tenus par les forts. Vous avez en rouge les lignes de crête, en bleu les talwegs. Nous voyons que le fort de Douaumont est à la confluence d'un certain nombre de débouchés naturels du terrain dont il permet le contrôle. Les forts de Douaumont, Vaux-Souville et Tavannes contrôlent ensemble les accès directs à la ville de Verdun. La Meuse est un obstacle naturel qui se franchit difficilement en dehors des points de passage existants. Quelques hauteurs sur la rive gauche constituent des verrous d'accès en venant du nord. Il s'agit du Mortum, la côte 304 et la côte de Loire, pour ne citer que les plus célèbres. Qui tient ces positions, tient la rive gauche et peut ainsi prendre Verdun à revers. La carte qui s'affiche sur l'écran représente la totalité du secteur de la région fortifiée de Verdun, qui devient celui de la deuxième armée le 26 février. Mais les engagements les plus violents et les plus décisifs pour le sort de la bataille sont directement circonscrits dans la zone que je viens de délimiter en vert, zone d'une faible profondeur qui va imposer une forte concentration en troupes et en matériel, notamment d'artillerie. Après ce rapide survol géographique, voyons quelques-unes des caractéristiques de cette bataille. La première est qu'elle se déroule sur un terrain exigu et que les assauts et les bombardements ne connaissent pratiquement aucun répit, que les besoins en aménagement des terrains d'attaque et en protection sont permanents. La deuxième caractéristique est la densité et la puissance de feu des artilleries en présence. Lors de l'attaque du 20 août 17, celle qui va permettre de repousser les Allemands jusqu'à la ligne qu'ils occupaient le 21 février 16, l'artillerie française tire en 7 jours 4 millions d'obus, soit 120 000 tonnes de projectiles, ce qui correspond à 6 tonnes d'acier par mètre carré. La troisième caractéristique est que cette bataille titanesque qui impose l'engagement de centaines de milliers d'hommes et une concentration de moyens de destruction encore jamais atteinte, puisque de 60 ou 70 millions d'obus de tout calibre s'abattent sur un front d'à peine quelques dizaines de kilomètres, cette bataille donc de tous les superlatifs est aussi la bataille des petits groupes isolés, du courage personnel et du sacrifice individuel accepté. C'est pour gagner cette bataille que des milliers de soldats sont transportés par le train et la route au plus près des zones d'engagement. Il est indispensable de les protéger contre les effets dévastateurs des bombardements. Il faut les approvisionner en munitions, matériel de toute nature et vivre en vue de la prochaine bataille. À la relève, ces hommes doivent pouvoir se remettre en condition dans des cantonnements confortables. Ils partent, ils rentrent en permission par le train. Les blessés sont évacués le plus souvent en véhicule ambulance, parfois en bateau, pour ensuite prendre le train vers les hôpitaux de l'intérieur. Tandis que le fantassin se bat, appuyé par les canons de l'artillerie, c'est aux sapeurs qu'il revient d'assumer toutes ces missions. L'organisation du génie est basée sur le modèle de l'Organisation générale des forces à l'intérieur et dans la zone des armées. Il est présent dans toutes les structures de commandement et de soutien, du plus haut niveau ministériel au plus petit échelon tactique. Sur le schéma, la gare de rassemblement
est le point de réunion des expéditions d'une même région civile de l'intérieur, et c'est dans les stations de magasins que sont entreposés les approvisionnements destinés aux armées. C'est également le génie qui anime l'ensemble de la chaîne du ravitaillement des forces en matériel. Il est présent dans tous les lieux de production, que ce soit à l'intérieur de la zone des armées, jusque dans les lieux d'utilisation en première ligne, en passant par le transport, le stockage, la répartition et l'expédition des équipements. Nous sommes là dans une logique transversale de flux, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Enfin, le génie participe directement à la capacité offensive des forces en apportant un appui adapté aux besoins des unités dans la zone de l'avant. Dans ce domaine, vous voyez, nous sommes dans une logique verticale d'appui par niveau de force. La conséquence de cette organisation est que les capacités génie sont insuffisantes par rapport aux besoins, même si le commandement constant de cette faiblesse tente d'y remédier par la création de nouvelles unités de combat spécifiques. La division ne dispose que de 300 sapeurs pour appuyer ces 16 000 hommes. Ils doivent donc être répartis partout où les forces ont besoin de leur capacité. Cet extrême éparpillement amène certains observateurs à parler de poussière du génie. Après cette brève présentation du génie, je vais aborder ses principales missions. Je ne traiterai pas de la guerre chimique, car l'arme chimique n'a jamais été utilisée par les sapeurs à Verdun. Elle l'a été par les artilleurs. J'aborderai ainsi successivement la fortification permanente, celle de campagne, la guerre de mine, puis les franchissements, les ravitaillements en eau, pour terminer par le maintien en condition des communications. Commençons donc par parler des forts. Le général Cyril Rivière, sapeur polytechnicien, a créé au lendemain de la guerre de 70 une nouvelle organisation de la défense des frontières dont le but est de canaliser l'ennemi et de l'amener sur des zones préparées à l'avance où nos forces pourront reprendre l'offensive en situation de supériorité locale. Entre les Ardennes et le Jura, 4 places fortes d'appui sont construites autour des villes de Verdun, Toul, Épinal et Belfort. Aux côtés de ces places fortes, de nombreuses fortifications complémentaires ont été réalisées comme ici à Verdun. Toutefois, alerté par le peu de résistance des forts belges face à l'avancée allemande, le général Joffre décide en août 1915 de désarmer les forts de la région fortifiée de Verdun pour utiliser leur artillerie sur le champ de bataille. Il considère que les forts ne doivent plus être défendus pour eux-mêmes et qu'ils doivent être intégrés dans les plans de défense, voire d'attaque, dans lesquels ils se trouvent. Mais les généraux concernés accordent leur priorité à l'arrêt de l'offensive allemande et ne se préoccupent que peu des forts. C'est ainsi que le fort de Douaumont, qui n'est plus occupé que par une poignée de territoriaux, est pris par les Allemands le 25 février. En août 1916, des équipes de sapeurs sont affectées de façon permanente dans chacun des principaux forts pour tous les travaux de remise en état et d'amélioration des conditions de leur défense. Mais le sapeur est aussi présent en première ligne avec le fantassin quand il s'agit de reconquérir les forts occupés. Pour illustrer le prix payé par les sapeurs dans cette reconquête des forts, je vous propose de suivre une compagnie du génie, la compagnie 3-4, qui a été détachée au 129e RI, pour la tentative infructueuse des 22 et 23 mai 16 de reconquête de Douaumont. Cette compagnie reçoit la mission d'assurer l'exploitation et l'organisation du fort. Elle met une section à la disposition du commandant du génie divisionnaire, et donc, avec les 3 sections restantes, elle ne dispose que de 2 officiers, 12 sous-officiers et 121 et 101 sapeurs mineurs. Le 21 mai, à 20h, elle rejoint sous les bombes ses positions de départ. 2 sections sur les 3 occupent alors des tranchées creusées à peine 1 mètre de profondeur. Insuffisamment protégées, elles perdent la moitié de leur effectif suite au bombardement. Alors qu'elles n'ont pas atteint le fort, les sections ont déjà perdu 50% de leur effectif. La 4e section est arrêtée à quelques mètres de son objectif. Les sapeurs creusent un boyau destiné à réunir les différents trous d'obus pour se protéger, mais plusieurs sous-officiers et sapeurs mineurs tombent sous les balles ennemies. Ils doivent se replier à une quarantaine de mètres en arrière. La première section, désignée pour participer à la relance de l'action, avec une compagnie d'infanterie, ne dispose plus que de 12 sapeurs. À la fin de sa mission, ils ne sont plus que 3, tandis que la 3e section, bloquée par une mitrailleuse, est réduite à 8. À la fin de l'après-midi, les bombardements intenses de l'ennemi ne lui laissent que 3 sapeurs disponibles. Dans la nuit du 23 au 24, le 129e RI est relevé et les sapeurs survivants peuvent regagner leur cantonnement
Le lendemain, les Allemands contre-attaquent et repoussent les Français vers leur ligne de départ. L'attaque est un échec. Quelques mois plus tard, le 24 octobre, 16 dans 2 compagnies du génie sont engagées dans l'assaut victorieux sur Douaumont. Ce sont 2 sapeurs qui pénètrent les premiers dans le fort. Il s'agit du maître ouvrier Dumont et du sapeur Higon qui gagnent les citations suivantes que je vous laisse lire. Il est bon parfois de rétablir la vérité historique. Ce sont 2 sapeurs qui sont bien entrés les premiers dans le fort, et non pas, ça n'enlève rien à la gloire du Méricienne, mais il faut de temps en temps profiter de l'occasion pour rétablir quelques vérités. La fortification permanente est donc le résultat d'une réflexion longuement mûrie, liée à des éventualités stratégiques dépendant de la situation internationale. Ces constructeurs disposent du temps et des financements nécessaires avec des effectifs dédiés à cette tâche. Ce n'est pas du tout le cas de la fortification de campagne, que l'on appelle aussi organisation du terrain. Celle-ci est d'abord conjoncturelle, car elle répond à une nécessité locale de défense du terrain, et elle est contrainte par une situation tactique locale qui évolue constamment, des délais souvent très courts et des effectifs rarement suffisants, et la plupart du temps engagés simultanément sur d'autres missions. À Verdun, le peu de profondeur du champ de bataille interdit tout recul, il faut arrêter l'ennemi à n'importe quel prix. La solution est donc de s'ancrer dans et sur, et parfois sous, le sol, et de réaliser une organisation défensive extrêmement solide. Le 25 février à 23h55, le général Joffre envoie un télégramme au général Pétain qui prend le commandement de la 2e armée le lendemain à 0h, dans lequel il lui précise « J'ai donné l'ordre, hier, le 24 février, de résister sur la rive droite de la Meuse, au nord de Verdun. Tout chef qui, dans les circonstances actuelles, donnera un ordre de retraite sera traduit dans un conseil de guerre. Tenir Verdun coûte que coûte est désormais la mission de la 2e armée, celle de son chef, de ses officiers, comme celle du dernier des poilus. Cette défense sans esprit de recul s'appuie sur une organisation précise du terrain, un ensemble structuré de réalisations qui n'ont d'utilité que prises dans leur ensemble, et ceci est important. Concrètement, de quoi s'agit-il? L'élément de base est la tranchée, un fossé sensiblement parallèle au front des combats, qui a des caractéristiques précises et qui doit permettre le tir et protéger ses occupants. Les tranchées se succèdent dans la profondeur du champ de bataille, généralement au nombre de 3 par position. Dans les faits, la tranchée est multiple, selon sa fonction et sa localisation sur le front. Nous pouvons ainsi distinguer la tranchée destinée aux visites officielles et à la presse. C'est la tranchée idéale, correspondant en tout point au texte réglementaire. Nous avons ensuite la tranchée destinée au repos des hommes dans l'attente de la montée en ligne ou de la reprise du travail. Un 3e type de tranchée est celle qui est dessinée sur les cartes d'état-major mais qui n'existe pas sur le terrain. Jean Norton Cru, combattant et auteur du célèbre livre Témoin, évoque ce souvenir, je cite, « Vers le 10 février 17, la 133e DI, où j'étais sergent chef de section, prend à Verdun un secteur. Je ne pus occuper la position car la tranchée qui existait sur les plans du corps armé était tout juste tracée au pic. À notre arrivée, la tranchée virtuelle nous fut passée en consigne. Entre 2 divisions s'étendait un espace de 200 mètres, un vide sans tranchée, sans réseau, sans un seul piquet. Il y a aussi la tranchée qui est située dans les lignes arrière de la position. Elle est certes bombardée, mais les conditions de vie des hommes qui l'occupent sont bien meilleures que celles de la première ligne. Enfin, nous avons la tranchée dans laquelle on se bat, qui est plus une succession de trous d'obus péniblement reliés les uns aux autres par des amorces de fossés. Nous sommes bien loin du profil théorique type que je vous ai montré il y a quelques minutes. Une position comprend plusieurs tranchées parallèles qui sont reliées entre elles par des boyaux. Un boyau est un fossé globalement perpendiculaire au front, destiné à la circulation des hommes et des équipements, au ravitaillement ou aux évacuations. Il permet de circuler entre les différents éléments d'une position en étant abrité de la ferraille du champ de bataille. Compte tenu de leur importance, des équipes de cantonniers sont prépositionnées de place en place pour les maintenir en état. En avant de la position, des postes d'écoute sont aménagés. L'ensemble de ces éléments creusés dans la terre est renforcé par des dispositifs posés et fixés sur le sol que l'on appelle les défenses accessoires, dont la principale est le réseau de fils de fer. Ces réseaux, souvent construits par le génie, servent à empêcher la progression de l'infanterie ennemie. Ils cloisonnent ainsi le dispositif en autant d'îlots de résistance. Ils ont en moyenne entre 10 et 15 mètres de largeur. Généralement, une position est protégée par 2 voire 3 de ces réseaux, chacun séparé d'une trentaine de mètres.
Cet obstacle est impossible à franchir s'il n'a pas été en préalable à l'attaque ouvert. Alors, on utilise pour cela généralement l'artillerie, mais ouvrir un passage avec l'artillerie dans un réseau multiple nécessite plus de 1000 coups et un délai de 3 heures. Donc, compte tenu de ces contraintes, c'est souvent le sapeur qui est engagé en premier, la cisaille à la main, pour aller couper un à un tous les fils de fer, en essayant de ne pas se faire repérer par l'adversaire qui parfois n'est qu'à quelques mètres de lui. Une dernière composante de ce système de défense sont les abris pour les hommes et leurs équipements, les munitions et les vivres. Ces abris complètent parfaitement le dispositif de surface. Creusés à une dizaine de mètres de profondeur, ils sont conçus pour résister à des obus de gros calibre, d'où leur nom d'abri à l'épreuve. L'abri type est celui de la demi-section. Il permet à 12 hommes d'être couchés et à 12 autres d'être assis. À noter les 3 accès qui permettent de rapidement accéder ou évacuer l'abri. Certains de ces abris peuvent contenir plusieurs centaines d'hommes. Tous ces abris sont réalisés par les compagnies spécialisées du génie, les compagnies Mascard-Dessolier, du nom de 2 entrepreneurs de travaux publics, mobilisés comme lieutenants du réserve du génie. Le principe est simple. Dès qu'ils ont assez de place au fond de leur fouille, les sapeurs installent un transporteur élévateur, un tapis roulant, qui déverse son déblai sur un éjecteur qui le projette hors de la fouille. Les sapeurs se concentrent sur 3 tâches: la fouille des descentes des chambres, le boisage complet et l'évacuation des déblais sans dépasser un relais de pelle autour du débouché des fouilles. Les opérations complémentaires, qui ne nécessitent aucune compétence particulière, sont assurées soit par les renforts de territoriaux envoyés par l'armée, soit par les sapeurs et les compagnies de combat quand il n'y a pas d'autre solution. Une compagnie dispose de 32 tapis roulants et de 3 éjecteurs. Elle peut donc attaquer simultanément 32 abris. Les quelques chiffres mentionnés sur la diapositive peuvent vous donner une idée de l'ampleur de la tâche. 1 tonne de boisage par homme abrité. La totalité des unités Mascard-Dessolier de l'armée française a ainsi construit en juillet 17 un total de 500 000 mètres carrés d'abris à l'épreuve, ce qui correspondrait à un tunnel de 120 km de long. Après l'organisation du terrain, voyons à présent la guerre de mines. Le 1er septembre 1916, le général Lebrun, commandant le groupement Golfe, précise dans une note de service qu'il n'a plus les moyens de continuer la guerre des mines aux éparges. Trop d'effectifs et de moyens du génie sont engagés dans ce type de guerre qui, dans les faits, n'a aucun impact direct sur la conduite de la bataille de Verdun. Il donne l'ordre donc, je cite, de laisser s'éteindre la guerre de mines, si possible, et pour cela ne pas provoquer l'ennemi. Cette guerre de mines débute en septembre 14 quand le général Falkenhayn ordonne à l'état-major de la 5e armée de mener une double offensive afin de prendre Verdun en tenaille, au nord par l'Argonne, au sud par la Wavre. Au nord, l'offensive ne dépasse pas le village de Vauquois, conclu le 24 septembre. L'offensive de la Wavre est déclenchée le 20 du même mois. Le lendemain, la crête des éparges est occupée. La butte de Vauquois est importante car elle permet de contrôler les voies de communication entre Verdun et Sainte-Menehould. Celle des éparges permet de contrôler les mouvements dans la Wavre au pied des côtes de Meuse. Dans ces combats, le génie contribue évidemment à l'aménagement du terrain au profit des fantassins et il fait également coup de feu en cas de nécessité, mais il est surtout l'acteur principal de la guerre souterraine qui double celle de surface. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette guerre de mines, car de nombreux ouvrages remarquables existent sur le sujet. Je vais simplement évoquer pour vous les conditions dans lesquelles les sapeurs ont effectué ce travail très exigeant. En tête du rameau de front de taille, les hommes travaillent dans des conditions très pénibles, constamment courbés et à genoux dans des rameaux de combat exigus qui font 60 sur 80 cm, 60 de large sur 80 cm de haut. L'avancement moyen d'un rameau de combat est à peine 1 mètre par 24 heures. Ce travail ingrat est épuisant physiquement et nerveusement. La peur de l'éboulement des gaz libérés par les explosions hante ces hommes qui travaillent à la lumière d'une simple bougie. Dans les rameaux, derrière les sapeurs occupés à piocher, d'autres hommes du génie remplissent des sacs en point de jute avec les déblais. Ces sacs sont ensuite passés de main en main pour être déposés à l'extérieur. Des fantassins sont détachés à cette besogne. Plus tard, des rails seront posés pour faire rouler des petits wagonnets remplis des déblais. L'effort demandé est considérable, d'autant que les sapeurs doivent apporter et poser eux-mêmes le coffrage dans les galeries. Les deux camps se livrent à une sorte de course à la puissance des explosions. Le 20 février 16, les sapeurs de la compagnie du génie 5-3 font exploser une charge de plus de 2 tonnes qui crée un entonnoir d'une vingtaine de mètres de diamètre.
Le 3 mars suivant, les Allemands font exploser une mine de plus de 16 tonnes, située à 25 mètres de profondeur. L'entonnoir fait plus de 60 mètres de diamètre. Le 23 mars, les Français répliquent avec une mine chargée à 14 tonnes. Enfin, le summum est atteint par les Allemands le 14 mai 16, lorsqu'ils font sauter une charge de 60 tonnes d'explosifs. 108 soldats français manquent à l'appel le lendemain matin. Face aux exigences techniques de la lutte, descendre à une grande profondeur, utiliser plus d'explosifs et employer une main-d'œuvre plus nombreuse, la guerre de mines s'industrialise peu à peu. Les galeries creusées avec des marteaux-piqueurs pneumatiques s'enfoncent à plus de 50 mètres sous terre et elles sont aussi de plus en plus longues. Des ventilateurs électriques sont utilisés pour assurer une ventilation mécanique. Pour pallier la contrainte d'évacuation des déblais, les sapeurs installent des petits trains, une voie de 40 cm de large sur lequel circulent des petits wagonnets. Ces trains miniatures sont actionnés au départ par des treuils manipulés à bras, puis ensuite par des treuils électriques plus puissants. Les Allemands abandonnent les éparges le 13 septembre 1918 et ils sont délogés de la butte de Vauquois le 26 septembre de la même année par la 35e division d'infanterie américaine. Après la guerre des mines, voyons la mission qui consiste à garantir en tout temps, en tout lieu, toutes circonstances, la liberté de passage sur la Meuse et son canal. Cette mission est d'une importance cruciale, car la perte des ponts sur la Meuse aurait été une catastrophe pour la liberté d'action du général commandant de la deuxième armée. Pour illustrer cette mission, je vais me contenter de vous présenter la diversité des types de ponts mis en œuvre par le génie, puis nous suivrons les travaux d'une compagnie du génie engagée dès le 28 février 16 sur la Meuse. Le plan qui s'affiche à l'écran est celui des ponts situés sur la Meuse au sud de Verdun. Il me sert à illustrer la diversité des techniques mises en œuvre et il permet de prendre conscience du nombre de savoir-faire techniques que le sapeur doit maîtriser pour remplir cette mission. Mais derrière cette compétence multiple se dévoile le problème de l'instruction des sapeurs, notamment ceux qui ont été injectés dans le génie après les hécatombes de 14 et de 15, provenant des autres armes et ne connaissant pas grand-chose au métier du sapeur. Cette formation demande du temps. Or, éparpillé sur le champ de bataille de Verdun, le sapeur a à peine le temps de mener à bien toutes ses missions. La capacité opérationnelle des unités du génie s'en ressent. Comme nous le voyons sur l'écran, sur à peine 5 km de coupure, le génie met en œuvre 15 points de passage différents. Voyons maintenant comment le génie réussit à maintenir ouverts les points de passage sur la Meuse en suivant les zones du capitaine Pigouche, commandant la compagnie du génie 1-3, engagée au nord de Verdun. Le pont de la Galavose est partiellement détruit par l'explosion des charges de rupture préparées par les Français et mise en œuvre accidentellement par une bombe lancée par un avion allemand. La compagnie reçoit donc l'ordre de construire à côté du pont infra un pont d'équipage, c'est-à-dire un pont réalisé avec des bateaux des compagnies de franchissement du génie. Ce nouveau pont est bouclé le lendemain à 7 h du matin. Le 2 mars, la compagnie reçoit l'ordre de remplacer le pont d'équipage par un pont sur pilot. En effet, les ponts d'équipage sont des ponts d'urgence et doivent rester disponibles pour pouvoir être engagés sur le rétablissement de notre point de passage. Le pont sur pilot est bouclé dans la journée du 18. 2 passerelles supplémentaires pour 2 hommes à pied de front sont réalisées à proximité. Le 28, le pont d'équipage est replié et la compagnie reçoit l'ordre de réaliser un pont sur pilot pour poids lourds, un peu en amont, près de Verdun. Après cette mission consacrée au franchissement, j'aborde maintenant la mission qui consiste à assurer le ravitaillement en eau potable pour les hommes et les animaux. À Verdun, ce ravitaillement est souvent problématique pendant les périodes estivales, mais aussi pendant les périodes de mauvais temps. Pour les troupes en première ligne, contraint de rester dans sa tranchée, le soldat attend avec impatience le ravitaillement, rendu aléatoire par les bombardements incessants. Il arrive bien souvent que celui-ci ne parvienne qu'avec beaucoup de retard aux hommes assoiffés. Le problème qui se pose au service des eaux de la deuxième armée est d'une part, disposer suffisamment d'eau pour les besoins de plusieurs centaines de milliers d'hommes et de chevaux, et d'autre part, de mettre cette eau à disposition le plus près possible des unités. Il le résout en créant tout d'abord à une dizaine de kilomètres en arrière des contacts une ligne de points d'eau où les véhicules peuvent se ravitailler et les chevaux s'abreuver. Il fait ensuite réaliser une flotte de véhicules citernes qui sont autant de points d'eau mobiles sur lesquels les unités viennent se ravitailler. La ligne de points d'eau est constituée soit à partir de puits, soit à partir de sources ayant un débit suffisant, auquel cas il suffit simplement de canaliser l'eau dès sa résurgence.
Si le débit est insuffisant, le service des eaux installe des pompes à main et il construit des châteaux d'eau si la pente n'est pas suffisante pour assurer une alimentation du point de ravitaillement par simple gravité. La localisation géographique et les débits spécifiques à chaque point d'eau contraignent le service des eaux à organiser 172 sites pour desservir le secteur de Verdun. Le dispositif de base est le distributeur d'eau pour voitures citernes, qui consiste à positionner de longs canaux en bois à 3 mètres de hauteur, au fond desquels pendent des manches en toile. À l'aide d'une motopompe, il est ainsi possible de faire le plein simultané de 8 véhicules citernes. La voie ferrée de 60 est aussi utilisée pour alimenter les hauteurs sur les deux rives de la Meuse. Des citernes sont enterrées à proximité immédiate de la voie, ce qui permet de déverser directement dans l'eau le contenu des wagonnets. Des norias de mulets sont aussi utilisés, notamment pour ravitailler le fort de Tavannes. Le service des eaux de la 2e armée met au point également des abreuvoirs en toile pour les animaux. Nous avons vu que le génie doit assurer au plus près des lignes de combat d'approvisionnement l'approvisionnement des troupes en eau potable, ce qui le conduit en décembre 16, au moment de la reprise du fort de Douaumont, à enterrer 1 km de canalisation en dépit d'un sol gelé, dur comme du roc. J'aborde maintenant la dernière partie de mon intervention consacrée aux communications routières et ferroviaires. Elle joue un rôle vital dans la résistance à l'offensive allemande, notamment en raison de la noria de division mise en place par le général Pétain. Les routes de la région de Verdun sont peu nombreuses et elles ne sont pas adaptées à une exploitation intensive. Entre mars et octobre 16, plus de 800 000 tonnes de matériaux, dont près de 80% proviennent de carrières exploitées par la 2e armée, sont mis en œuvre sur la responsabilité des sapeurs. Ce sont près de 8000 travailleurs qui travaillent jour et nuit sur les axes routiers. Parmi les routes qui convergent vers Verdun, la plus emblématique est bien sûr la voie sacrée, axe d'une longueur de près de 70 km qui part de Bar-le-Duc. Ce n'est qu'après la guerre que Maurice Barrès baptise ainsi cette route en référence à l'antique Via Sacra Romana menant au triomphe. Le service des routes entreprend un effort colossal pour adapter cet itinéraire aux besoins de la bataille. Les quelques chiffres affichés à l'écran donnent une idée de l'ampleur de la tâche. Au fil de la guerre, la voie sacrée devient une artère vitale, car elle constitue, avec les moyens des services automobiles, elle contribue, avec les moyens des services automobiles, au ravitaillement de centaines de milliers d'hommes et de chevaux engagés dans la bataille, ainsi qu'à l'évacuation des blessés. Chaque jour sont ainsi acheminés sur cette voie 73 000 combattants, 6 400 tonnes de matériel, 5 500 tonnes de nourriture, et je vous laisse lire vous-même les chiffres qui montrent l'importance de cette voie. En amont et en aval des itinéraires routiers, le chemin de fer est au cœur du dispositif logistique. Depuis 1876, les militaires sont intégrés dans les compagnies civiles de chemin de fer, et ce point est important car il permet de comprendre comment le trafic ferroviaire a pu fonctionner instantanément et de façon efficace en dépit d'une grande variété de voies telles que l'illustre la diapositive sur l'écran. Les voies normales ne permettent pas de pousser le ravitaillement au plus près des troupes pour des raisons évidentes de sécurité par rapport au bombardement. Le relais est donc assuré par une voie métrique, le Petit Meusien, réseau départemental à une seule voie, dont les capacités sont renforcées, mais le commandement décide quand même de créer une voie normale, à sens unique. C'est la ligne 6 bis, voie de 60 km, qui a été réalisée en seulement 3 mois. La carte sur l'écran montre la complémentarité entre les différentes voies et vous pouvez noter dans la zone cerclée, zone des combats, l'importance de ce réseau dont la charge est un entretien des sapeurs. Ces voies sont prolongées chaque fois que cela est possible par des voies plus étroites de 40 cm de large qui permettent de transporter le ravitaillement jusque dans les tranchées. Ici, sur l'écran, vous avez une voie de 40 qui arrive dans un hôpital. Quelques chiffres sur le trafic de voies normales par la gare de Saint-Lizier.
Quelques chiffres du transport effectué par le Petit Meusien par la voie métrique. La voie de 60 est quant à elle surtout utilisée pour le transport des matières pondéreuses telles que les munitions et le matériel du génie. Nous trouvons deux types de lignes. Celle à traction mécanique lorsque la distance à parcourir et le tonnage l'exigent. Et ensuite, les lignes à traction animale au voisinage immédiat du front. Établies sur des distances plus courtes, elles peuvent être simplement posées sur un côté d'un accotement de route. Enfin, dernier maillon de cette chaîne, la voie de 0,40 qui permet d'acheminer des charges lourdes au plus près des combattants, mais pas dans les premières lignes. La force motrice de ces lignes est bien sûr la force humaine. Il est maintenant temps pour moi de conclure. En mars 1916, le général Mestre, commandant le groupement situé dans le fort de Souville, Vaux et Tavannes, prévoit une organisation défensive qui repose sur 4 positions successives et une position intermédiaire. Le tableau sur l'écran vous donne les quantités de matériaux nécessaires pour réaliser simplement la première position sur à peine 9 km de front. Il vous permet d'avoir une idée des quantités phénoménales de matériel qui ont été utilisés pendant toute la bataille de Verdun, matériel qu'il a fallu commander, récupérer, stocker, répartir par unité, acheminer au plus près des troupes, puis en finale transporter à dos d'homme sur le lieu d'emploi avant de le mettre en œuvre. Certes, le sapeur n'est pas seul à assumer tout cela, mais tous les sapeurs, à un moment donné ou à un autre, sont impliqués dans ce processus. Je vous ai présenté l'apport déterminant du génie dans la fortification permanente, dans la construction et l'entretien des forts comme dans leur reconquête. Le sapeur a aussi un rôle vital dans la fortification de campagne, quand il s'agit d'apporter aux fantassins toute la protection dont il a besoin face au bombardement ennemi toujours plus puissant, afin de lui permettre de se préparer au mieux à la reprise de l'offensive. Le rôle du sapeur est aussi essentiel dans la préservation de la liberté d'action du commandement, car il lui garantit que la Meuse et son canal pourront toujours être franchis, et que les voies de communication permettront toujours la circulation des trains, des voitures à cheval ou automobiles, comme celles des troupes à pied. Le génie prend aussi une part prépondérante dans le bien-être des soldats, en nous fournissant entre autres l'eau dont il a besoin, que ce soit sur le champ de bataille ou à l'arrière-front dans les zones de cantonnement. J'oserai donc la comparaison suivante. Si le fantassin est la farine, l'artilleur, l'eau et l'aviateur le sel, le sapeur, lui, est le levain qui permet à tous ces ingrédients de travailler ensemble au profit de la victoire. Invisible en quantité nettement inférieure aux principaux ingrédients, son action n'en est pas moins essentielle. Comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, le génie éparpillé sur l'ensemble du théâtre des opérations et dans la zone de l'intérieur, il doit accomplir dans l'ombre et dans la discrétion, loin des regards des chefs tournés vers les combats en cours, de très nombreuses tâches, toutes indispensables au succès des opérations. La légende, pour se forger, a besoin de spectaculaire. Et quoi de plus spectaculaire et dramatique que les assauts menés par des milliers de fantassins, travaillant des orages d'acier créés par les millions de balles et de mitrailleuses et par les milliers d'obus tombant sur le champ de bataille. Quoi de plus fort pour marquer à jamais la mémoire que ces régiments d'infanterie décimés en montant à l'assaut. C'est en tout cas beaucoup plus spectaculaire que les actions menées par plusieurs petites poignées de sapeurs engagés dans une multitude d'actions différentes et pourtant leur empreinte marque toujours aujourd'hui le terrain sur les champs de bataille de Verdun alors que celle du fantassin devient immémoriale.